Salut les devins, c'est Saikyo, on se retrouve pour ma review du chapitre numéro 64 du manga Dragon Ball Super, review qui, à vue d'œil, d'après ce que j'ai préparé, serait un petit peu plus courte que d'habitude, mais je m'accorde toujours, en plus de ce que je me prépare comme idée, une bonne tranche de freestyle aussi dans mes vidéos pour les agrémenter de pas mal de naturel, donc on va voir vers où et jusqu'où ça va nous porter, mais en tout cas, à vue d'œil, ça va être un petit peu plus bref, mais il y aura quand même, durant ce mois, tout au long du mois, dispatché, comme on se le fait à chaque fois pour patienter tranquillement entre nous, jusqu'au prochain chapitre, donc à savoir le 65, d'autres vidéos sur des sujets issus du chapitre 64, des sujets plus en détail, qui ne feraient bien sûr aujourd'hui qu'alourdir la review du jour, donc on s'en parlera prochainement. Un chapitre 64, venons-en au fait, qui secoue, qui remue, et clairement, si là tu t'endormais depuis quelque temps, même si on était dans le climax et tout, tu trouvais que ça tournait en rond ou quoi, c'était un petit peu léger, là franchement t'es bien, t'es réveillé, t'es frais, et même si t'as pas aimé ce qui s'est passé dans le chapitre 64, ou peut-être t'es mitigé, peut-être que t'as kiffé aussi totalement, en fait je veux dire, peu importe votre position, votre point de vue, votre avis par rapport au chapitre, je pense que, en bien ou en mal, vous avez tous ressenti des choses. Alors que, précédemment, alors c'est vrai on a eu des bons chapitres précédemment, mais dans l'arc Moro, il y a des chapitres où tu ressors à la fin de la lecture, t'as la même tête que Mister Popo, quoi. Tu bouges pas, t'es là, tu vois, tu sais même pas quoi penser du chapitre parce que ça t'a laissé un petit peu livide. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y avait vraiment de quoi nous faire réagir en tant qu'être humain, et c'est toujours cool, c'est toujours bien quand une lecture d'un chapitre ou d'un tome ou quoi te fait vivre comme cela. Ça fait du bien, ça réchauffe. Alors dans ce chapitre, moi j'ai un avis très globalement très positif, et au-delà de Goku, qui a power-up dans le chapitre, je trouve que c'est aussi Toyotaru qui a largement power-up dans ce chapitre-là, j'en suis très heureux, on espère clairement que ça puisse durer sur la longueur, parce qu'on a vu, ce n'est pas nouveau que Toyotaru peut produire une petite salve d'excellents chapitres. Après nous garder quelques mois avec des chapitres beaucoup moins bons, ça reste inégal, donc est-ce que là nous sommes dans la phase haute, le pic de la montagne russe pour Toyotaru et ça va chuter en vitesse folle et en chute libre, ou est-ce qu'il va arriver à se maintenir plus ou moins à ce niveau-là, ce qui serait parfait en fait pour la licence Dragon Ball Super, et ça serait dans la lignée totale d'interviews que l'on avait eu il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 1 an et demi ou 2, de Toyotaru qui disait qu'il savait lui-même qu'il n'était pas au niveau de Toriyama, qu'il n'était peut-être pas non plus au niveau des plus grands, mais en tout cas qu'il faisait de son mieux, il se donnait corps et âme pour pouvoir dessiner et écrire du Dragon Ball le mieux possible, et que malgré ses défauts, il essayait de devenir une version meilleure de lui-même à chaque chapitre, chaque année qui passe concernant son travail sur Dragon Ball. Là, franchement, on sent qu'un gap a été passé, clairement. Pour les 7-8 premières pages du chapitre, on en a déjà bien discuté lors de la présentation des pages brouillons, justement, de ces mêmes pages qui étaient en version brouillon du chapitre. Je vais pas forcément alors réitérer tout ce que j'ai pu dire dans la vidéo, elle est en description, ça viendra bien compléter celle-ci, et puis je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà vu, et je vous en remercie, donc il n'y a pas forcément besoin de répéter. J'irai juste seulement sur de la valeur ajoutée, que j'aime bien la thématique qui a été exposée de la volonté de Merus. Même si c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans pas mal de films, de séries, de mangas et tout, ce côté volonté de Merus qui perdure en Son Goku et du lien incroyable qui a pu les lier, c'est ça surtout qui fait chaud au cœur. On a vu un ange, même apprenti, mais ça reste un ange, se lier à ce point à Son Goku. Et comme toujours, en fait, Goku ne perd pas cette force-là, cette force de caractère, cette force mentale qui en impose, à convertir quasiment n'importe qui à sa cause. Hormis les êtres qui sont perdus, les cas sociaux là, comme Moro qui ont le cœur rempli de noirceur, mais sinon dans l'ensemble, tout le monde se convertit à la cause de Goku. C'est typique du héros de shonen, mais ça c'est quand même Goku qui l'a instauré dans l'histoire des shonen, grosso modo. Il y en a un petit peu avant lui, mais c'est même grâce au personnage de Goku qu'on a mis les 2 pieds dans ce type d'histoire-là. Et le voir remis au goût du jour avec cette sauce-là, avec un être supradivin qui fait mumuse, qui fait copain-copain avec Goku, j'ai trouvé ça sympa. Je ferai aussi une précision sur la discussion de Goku et Jaco sur la mort de Merus. Alors je vous ai proposé une analyse il y a pas longtemps sur le fait que Merus a disparu. Mais selon moi, et pas que selon moi en fait, selon les propos du Daishinkan, du grand prêtre dans le manga Dragon Ball Super précédemment, et le Daishinkan avec Zeno, ça fait partie des êtres supra-suprêmes de l'œuvre, il nous disait que Merus ne serait pas mort, mais Merus aurait plutôt disparu. C'est son existence dans le monde mortel qui aurait été stoppée, arrêtée par le Daishinkan, suite au fait que Merus a enfreint les règles et la loi angélique. C'était les propos du Daishinkan. Sauf que, dès le début du chapitre, le 64, on se retrouve directement avec Jaco et Goku qui tournent autour du sujet et qui parlent de mort, directement de mort de Merus. C'est surtout Jaco qui va parler de ça, qui va parler de mort de Merus, et Goku va dire une phrase du style « Merus a donné sa vie pour protéger la Terre », donc vous allez me dire que c'est presque la même chose, et les autres fois, Goku ne dira pas « Merus est mort », Goku dira « Merus est parti ».
et c'est vrai que Merus est parti, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Il est mort, il n'est plus de cette existence-là, etc. Et là, forcément, j'ai reçu beaucoup de messages de votre part qui m'ont dit « Alors, t'as vu Saikyo, il est mort. Si Jaco et Goku le disent, c'est qu'il est mort. » Alors, ce que je répondrai très brièvement, c'est que j'aimerais énormément vous donner raison, mais je ne peux pas. À ce jour-là, pour le moment, je ne peux pas. Ce que je vous dirais, c'est que pour le moment, ça reste ambigu de savoir si Merus est vraiment mort au vrai sens du terme pur et simple ou pas. Car l'argument que je vous propose est tout simple, hein, c'est pas une question d'ego ou quoi. Franchement, si Merus il est mort, moi ça me changerait à ma vie. Merus il appartient pas à les droits d'auteur à mon père, vous voyez ce que je veux dire? Ça me change rien du tout, qu'il soit mort ou vivant, c'est pas grave. Mais on essaie juste de voir la vérité et d'y voir clair sur Dragon Ball sur cette chaîne YouTube, comme on peut le faire depuis 4 ans tous ensemble, encore une fois merci. Et du coup, l'argument que je veux opposer à cela, c'est tout simplement le fait que ni Goku, et encore moins Jaco, ne sont qualifiés et connaisseurs des anges, et encore moins pour déterminer si un d'entre eux est mort ou a cessé ses fonctions. Du point de vue de Jaco ou de Goku, si un ange disparaît de leur monde, bah c'est qu'il est mort, quoi. Il a disparu, il est mort, pour eux ça revient au même. Mais de l'autre côté, il y a d'autres personnages dans l'œuvre qui ont plus de connaissances, qui ont accès à plus de monde sur des plans spirituels, etc., qui ont accès à plus de choses et qui savent réellement ce qu'il en est. Donc il faudra attendre, et ces personnages-là sont Whis et le Daishinkan, le grand prêtre, donc il faudra voir, en fin d'arc pourquoi pas, si ces deux personnages-là vont réagir par rapport à Merus. Quand Whis retournera auprès du Daishinkan, tout ça, est-ce qu'ils vont être en mode un petit peu deuil, ou est-ce qu'au final ils sont en mode détente, parce que Merus sera peut-être même avec eux, sauf qu'il n'aura plus accès au monde mortel, il va repartir en formation, en pré-formation de ce côté-là, parce qu'il n'était pas encore assez apte, pour revenir plus tard quand il sera bien neutre. Donc voilà, les deux cas de figure sont possibles et c'est une situation qui est encore ambiguë, donc on attend à ce qu'un personnage sérieux, capable et apte de parler par rapport à ça, nous donne la réponse, parce que même si Toyotaru a la réponse, c'est bel et bien Toyotaru qui écrit les mots de Jaco et de Goku, mais Toyotaru les écrit en connaissance de cause que Jaco et Goku ne sont pas aptes dans le scénario qu'il a établi à répondre à cette question-là. Donc on attendra que les personnages aptes en parlent, tout simplement. Alors ces premières pages là, sur lesquelles je ne m'attarde pas trop, ces 8 premières pages à peu près, auront aussi le luxe d'amorcer le titre du chapitre. Et oui, le chapitre 64 s'appelle Goku, le patrouilleur galactique. Ça en dit long quand même sur le chapitre en soi, et c'est d'ailleurs ce que Goku va faire en sorte d'honorer au maximum. Il va se battre en tant que tel, en tant que patrouilleur galactique durant tout le chapitre, pour switcher de mode, on va dire, à la toute fin du chapitre. Et pour démarrer, nous avons une scène de transition, d'activation, de transformation des plus épiques, et qui paradoxalement, et j'ai beaucoup aimé ça, je sais pas si vous avez remarqué, relisez le chapitre et tout, à ce passage-là de la transfo, vous allez voir que ça inspire toute cette folie, vous savez, les éléments qui se déchaînent et tout ça, le vent, enfin, les tremblements, mais en même temps, ça inspire l'apaisement. Les deux sont mixés, et j'ai trouvé que c'était une mise en scène réussie par Toyotaru, et à ce moment-là, on sent que énormément de choses ont évolué chez Toyotaru, et tout cela va se ressentir tout au long de ce qui suit dans le chapitre, parce que les 7-8 premières pages ne font pas trop état de ce que Toyotaru avait sous le pied à nous proposer, mais tout le reste, franchement, c'est grand spectacle. Ça se voit sur la lisibilité, principalement, en termes de découpage, mais aussi sur les dessins, sur les traits qui sont plus fins. Parfois même, les traits sont tellement fins et le style tellement différent, et on en parlait avec Kaiwai sur Twitter, qu'on se demande si Toyotaru a tout dessiné lui-même dans ce chapitre, si un assistant ou autre n'a pas pris un petit peu la plume de temps en temps, parce que le style diffère beaucoup. Est-ce que c'est Toyotaru qui se trouve un style à lui, plutôt que d'essayer éternellement de se rater à copier parfaitement celui de Toriyama? Ne vaut-il pas mieux s'inspirer très fortement dessus de Toriyama, mais également le fusionner comme Gotenks à son propre style? Ça pourrait être intéressant si Toyotaru arrivait à cette conclusion-là. Parfois, il faut aussi savoir et admettre que dans un domaine, nos limites sont là, mais que l'on peut passer par un autre chemin peut-être un petit peu plus long pour atteindre des sommets encore plus hauts. Et peut-être que Toyotaru est en train d'y arriver, qui sait. Aussi, la mise en scène. Elle a power-up de fou. Il n'y a pas que Goku qui a power-up, c'est tout. C'est le chapitre, c'est Toyotaru, c'est sa mise en scène, sa lisibilité, les scènes de combat. On est passé de scènes de transformation qui précédemment dans Dragon Ball Super, animé, manga, pas toutes, hein, attention, mais globalement, ce qu'on en retient, c'est que les transfos dans Dragon Ball, même si c'est pas une transfo encore une fois, mais on va vulgariser bien sûr, elles sont souvent sans âme, elles sont toutes plates, elles sont, dès leur première apparition, comme le SSJ Blue, on s'en rappellera, elles sont déjà banalisées, et on passe de ça à un ultra instinct qui, durant sa transformation, mais aussi durant ses actions, va littéralement impressionner. Alors peut-être pas, on peut toujours chipoter, c'est peut-être pas aussi impressionnant que l'épisode 110 de DBS, mais quand même, sur l'activation de la technique, on voit même comme un geyser d'énergie autour de Goku, et celui-ci, je pense qu'il symbolise sûrement son flux émotionnel, qu'il est en train de relâcher.
Et l'originalité du truc, c'est que la transformation est donc en 2 étapes. C'est pas juste je relâche. On voit que c'est relâché, mais en même temps c'est relâché dans un cadre spécifique. Cette espèce de tube là formé par le geyser, ce ne sont pas le flux émotionnel qui part dans tous les sens, ce n'est pas contrôlable, il y a tout qui se pète autour de lui, tout ça, ce n'est pas exactement pareil. Mais surtout, là où l'on voit que l'Ultra Instinct est particulier, c'est la deuxième phase de cette pseudo-transformation, où tout d'un coup il passe la tête en arrière et tout s'estompe. Cette phase-là représente le moment où Goku maîtrise toutes ces émotions que l'on a vu matérialisées par le geyser et tous les effets pyrotechniques autour de lui. Ça me fait un petit peu penser à la forme finale de Koro Sensei de Assassination Classroom, d'une certaine manière qui, pas forcément en les maîtrisant à 100%, mais en tout cas gérait toutes ces phases émotionnelles et cela lui accordait un énormissime power-up pour se battre au top niveau. Une fois le calme revenu et l'Ultra Instinct parfaitement acquis, le calme règne sur la planète, sur le lieu de combat, mais aussi en Goku. Tout comme Merus ou Whis, Goku ne fait plus qu'un avec lui-même, parce que même s'ils ne font toujours qu'un avec nous-mêmes, à l'intérieur de nous, vous savez, dans notre tête, on part toujours un petit peu dans tous les sens, on a notre corps qui part un petit peu dans tous les sens, on ne raisonne pas forcément toujours à l'unisson, même si nous sommes tous que des êtres individuels. Et bien là, Goku arrive à réunifier tout cela, et en plus, il arrive à ne faire qu'un avec son environnement, tout comme les anges. Et pourquoi est-ce que j'ai surkiffé ce chapitre sans non plus le trouver parfait? C'est car il y a malgré tout quelques imperfections et elles seraient plutôt celles-ci, ces imperfections, du côté du rythme. C'est vrai que ça power up dans tous les sens, même le rythme s'est amélioré dans le chapitre, on va pas cracher sur la soupe, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a encore des imperfections, ce qui est tout à fait naturel. Est-ce que la perfection existe? Je n'en sais rien et je ne crois pas. Mais en tout cas, problème de rythme que moi j'ai perçu, c'est un petit peu la même chose, je vais vous donner un exemple très simple et récent, que quand on a eu l'entraînement de Vegeta sur Yardra. Vous savez, ça a duré plusieurs mois, on l'a teasé pas mal, aussi bien dans l'histoire que pour nous, en vrai ça a duré plusieurs mois en fait. Et Vegeta rapplique, il fait quelque chose de ouf, parce qu'il arrive à battre Moro, et ça je sais que beaucoup l'ont oublié, mais Vegeta, revenu de Yardra, a battu Moro, face auquel Goku Ultra Instinct, non maîtrisé, avait totalement perdu et a failli mourir. Vegeta l'a battu facilement. Cependant, de la main de Vegeta, Moro a été poussé de passer dans son autre évolution, appelons-la comme ça, Moro 73, 7-3, 7 tout ça, mais tout cela raconté comme ça a l'air dantesque et ça a l'air d'avoir duré longtemps, mais ça a duré qu'un chapitre. Ça a été super court, enfin, 1,2 chapitres quoi, vous m'avez compris. Ça a été très rapide, plusieurs mois pour construire le personnage de Vegeta, pour qu'il fasse une belle action en 5 ou 10 minutes de lecture, pour que dans les 5 ou 10 minutes restantes, il se fasse démolir. C'était trop rapide, il y avait un problème de rythme. Là, Goku, pour revenir à la situation actuelle, il était KO. Moro avait le dessus, et lorsque Goku revient face à lui, face à Moro, alors oui, d'accord, Moro a pris une raclée face à Merus, Goku a évolué, c'est évident, mais on voit que Moro n'est plus que l'ombre de lui-même avant même d'avoir essayé de combattre Goku Ultra Instinct maîtrisé. Rien que l'impression que Goku peut faire sur Moro en se dressant face à lui, en étant si sûr de lui avec un regard avisé, acéré comme ça, Moro recule et stresse, il a peur. C'est une scène qui a sa place dans le chapitre, mais je trouve qu'elle a été amorcée trop vite, c'est ça que je veux dire. Il y a alors soit un manque de transition évident, soit un effet de style pour rendre Goku impressionnant qui a été un petit peu raté par Toyotaru. On aurait pu, par exemple, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, avoir Moro qui essaie de lire l'esprit ou le ki de Goku. On sait que Moro est capable de cela, et en essayant de le lire, il aurait peut-être été bloqué et n'aurait pas réussi, ça l'aurait impressionné, ou alors il aurait pu lire son esprit parce que Goku reste immortel, mais il aurait été super impressionné par la grandeur de ce qu'il aurait trouvé, ou perdu à l'intérieur parce que ça aurait été un vide énorme, et cela lui aurait créé une peur, cette peur du vide, d'être perdu. Ça aurait été intéressant, et ça aurait pu donner une sorte de matérialisation de l'Ultra Instinct, un peu comme dans Yu-Gi-Oh! Quand on rentre à l'intérieur de la pyramide qui représente aussi d'une certaine manière l'esprit de Yugi. Ça aurait pu être intéressant vu comme ça. Enfin bon, c'est du détail me direz-vous, mais on est là aussi pour ça dans cette vidéo aujourd'hui. Je dirais alors que le déclin de Moro a été amorcé avant que Moro ne soit réellement dans le déclin, et c'est là où le bas blesse, où le décalage fait un petit peu mal, et c'est étrange, surtout pour Moro qui est un personnage qui essaie toujours de retomber sur ses pattes, et là, il a presque déposé les armes avant d'essayer, ça ne lui ressemble pas trop. Par contre, derrière, disons-le, c'est grand spectacle, c'est même un florilège de presque tout ce qui me manquait dans les scènes d'action modernes de Dragon Ball. Tous les petits défauts, voire même les gros, que j'ai pu énumérer au fil de mes vidéos ces derniers mois ou années par rapport au manga aussi bien que l'anime Dragon Ball Super, j'ai pas forcément tout eu, mais à 80% j'ai eu tout ce qui me manquait dans Dragon Ball récemment. On a les déplacements particuliers de l'Ultra Instinct qui sont là, même si c'est pas aussi riche en effets spéciaux qu'en animé, on sent que les mouvements sont atypiques, en mettant parfaitement aussi le focus sur les réactions émotionnelles de Moro, sur le vide de Goku,
ou encore le point de vue extérieur de Gohan et Piccolo, voire même de Jaco, tout cela vient mettre une emphase sur la scène et sur la particularité de la scène. On aurait eu aussi le Goku qui ne regarde même pas son adversaire pour le taper, ni pour le contrer, tout comme Whis qui pouvait faire ça dans les entraînements face à Goku et Vegeta. Whis n'a pas besoin de regarder ses adversaires pour rétorquer ou les esquiver, et la symbolique n'en est que plus belle. Par contre, on remarquera que l'aura de l'Ultra Instinct a presque disparu désormais. Ça fait penser à Beerus quand il faisait l'Ultra Instinct non maîtrisé, à Merus, à Whis quand ils se battent comme ça, ils n'ont pas d'aura particulière autour d'eux. Donc au final, voilà, la simplicité marque aussi le fait que le personnage se maîtrise de mieux en mieux. L'aura revient un petit peu rarement dans le chapitre quand Goku l'active en forçant un peu plus que la normale, c'est-à-dire de la même manière en fait que Merus. On aura remarqué que Merus se battait sans aura, mais quand par exemple il a dashé à la fin pour mettre un coup final avant de disparaître face à Moro, il avait une aura autour de lui parce qu'il a fait appel à plus d'énergie que prévu. On a réellement l'impression, et ça a été dit par Goku lui-même, donc que cette volonté, cette façon de se battre de Merus poursuit et vit en Goku, c'est évident, le style de combat est le même jusqu'à la gestion de l'aura, c'est pour dire. Les chorégraphies de combat sont réellement soignées et réfléchies, et c'est pas juste un combat là où tu as deux adversaires qui poussent uniquement des petits cris dans tous les sens, avec une caméra de loin, on voit des petits traits comme ça de droite à gauche et on ne comprend même pas, ou on voit même pas ce qui se passe en très grande vitesse. Là vraiment c'était bien géré tout en ressentant que ça allait très vite. Alors bien sûr que dans tout ça, il y a un gros fond, un gros côté de remake de Goku Super Saiyan 1 contre Freezer sur Namek. Mais je dirais plutôt, d'après l'analyse que je voudrais vous en fournir, que c'est plus une version 2.0, une remise au goût du jour dans le lore actuel de Dragon Ball et donc de Super, et je pense que d'autres surprises dans le combat Goku face à Moro vont se démarquer de ce qui a pu se faire à l'époque face à Freezer tout en restant dans la même lignée. Je m'explique. Je pense vraiment qu'il ne faut pas voir ça comme un copier-coller facile, mais plutôt comme une antithèse du combat contre Freezer. Et l'antithèse a déjà commencé. Malgré tous les parallèles que l'on peut faire entre ces deux combats, à l'époque, en SSJ1, Goku se battait en puisant uniquement et purement sur sa colère brute, et c'était celle-ci qui venait alimenter sa force. Et là, au contraire, aujourd'hui, Goku a le contrôle et maîtrise toutes ses émotions, y compris la colère, jusqu'à se battre sans penser, sans s'énerver, sans avoir de colère ni de haine, par rapport à Merus qui vient d'y laisser, entre guillemets, sa vie. Donc c'est l'opposé total de ce qu'a fait Goku sur Namek par rapport à Krillin. Il était purement dans la vengeance, dans la haine, dans le fait de ressasser cette tension en lui du fait que Krillin était mort pour la déverser sur Freezer. Là on est dans deux cas différents et pourtant quand on les regarde de loin ils ont l'air tellement similaires. C'est le cas de l'antithèse. Je pense donc dans cette même lignée que la suite du combat suivra toujours le même fil rouge que le finish sur Namek, tout en faisant l'antithèse de celui-ci pour nous montrer l'évolution et presque la consécration de Son Goku. Situation similaire, mais pas avec des conclusions similaires pour nous montrer que Goku a forcément évolué, même si de base il reste toujours le même. Durant ce chapitre 64, on aura eu alors un Goku badass qui lâche pas mal de répliques dignes de films d'action qu'on adorait dans les années 90 en mode « Maintenant tu sais que tu ne me battras jamais », c'est très primaire, c'est vrai. Saupoudrer le tout en plus de Beerus qui cette fois-ci reconnaît les capacités de combat de Goku à leur juste valeur. On se rappelle que Beerus a one-shot Vegeta Super Saiyan Blue maîtrisé dans ce même manga, et il l'a fait avec une grande facilité. Il lui a même dit que son niveau était pas top à Vegeta SSJ Blue maîtrisé, mais que ça devait être sûrement suffisant pour être Akaishin dans un autre univers plus faible. Du coup, ça en dit long sur le niveau de Goku actuellement. Et je suis d'accord d'ailleurs avec nombreux d'entre vous qui en commentaire récemment là, dans mes vidéos de spoiler et tout ça, m'avaient laissé l'idée, le fait que le match retour de Goku contre Beerus pourrait et devrait avoir lieu prochainement en fait, pas un petit peu après l'arc Moro, un truc comme ça. Ça serait sûrement le bon moment parce que si Goku évolue encore après, il va sûrement pleinement dépasser Beerus et il n'y aura plus de match. Et si on veut avoir un match relativement équilibré, il faudrait qu'il ait lieu là. Sauf, et j'insiste sur ça, c'est un sauf en majuscule, si Beerus nous cache encore une évolution ou des pouvoirs qui nous sont inconnus, parce que pour le moment, on a toujours vu Goku à fond dépassement des limites au bord du gouffre, mais a-t-on déjà vu Beerus en mode dépassement des limites ou autre? Non, on ne l'a jamais vu. Et même lors de la Battle Royale face au Akaishin, il savait qu'il n'allait pas y mourir. Donc même si le combat a été très graphique avec des grosses blessures et tout ça, c'était presque plus du sparring de Akaishin en mode vénère qu'un combat à mort. On savait que les Akaishin n'allaient pas se tuer entre eux. Et c'était connu par les Akaishin directement. Donc ce même Beerus dira aussi alors que oui, Goku mérite le respect. Et ça fait plaisir à lire, ça fait plaisir à voir, désormais, et que sa manière de se battre est divine. C'est ce qu'il dit Beerus. Ma réflexion personnelle par rapport à tout ça, c'est de me tourner un petit peu vers l'avenir de DBS. Si on a la chance que ça continue et si une prochaine menace arrive dans l'œuvre, on peut se dire qu'elle sera alors du niveau réellement de Beerus, pour de bon.
pas en train de tourner autour, de flirter avec, mais cette fois-ci de manière sérieusement proche ou égale ou supérieure à Beerus. Je sais que vous allez alors me dire, mais alors, Broly, Jiren, Moro, c'est pas du niveau de Beerus, Saikyo, tu dis des conneries là. Mais en fait, selon moi, pas vraiment, parce que les 3 que je viens de citer ont tous de très belles cartes à tirer, et c'est vrai, on les a vus au combat, il y en a un qui a forcé Gogeta, l'autre qui a forcé l'Ultra Instinct, le dernier qui fait forcer un ange à se déplacer, plus le retour de l'Ultra Instinct, c'est assez ouf. Mais en fait, je trouve que Beerus est plus complet. C'est un petit peu comme quand, je sais pas moi, tu joues à FIFA, PES, à Mario Kart, t'as toujours un petit tableau qui va te montrer les stats là de ton carte, de ton joueur ou autre. Et si vous voulez, Jiren, Broly, Moro, ils vont tous avoir une stat qui va booster au maximum le truc. Vous allez avoir comme une grande pointe, tandis que Beerus, je le verrai en mode beaucoup plus équilibré sur le tableau global des stats, avec son expérience de plusieurs centaines de milliers d'années. Il maîtrise au moins partiellement l'Ultra Instinct, il a le Ki divin, il a le Hakai, et peut-être et même sûrement encore des trucs inconnus. Va savoir s'il a pas une transformation. Le prochain ennemi alors de Dragon Ball Super, s'il y en a un, pourrait réunir des caractéristiques sérieusement proches, dépassant celles de Beerus ou les égalant, et pourquoi pas alors taper dans un ennemi qui cette fois-ci sera réellement divin ou angélique apprenti, un peu comme je vous en parlais il y a pas longtemps, un Mérus, un ange apprenti, pourquoi il y aurait que Mérus en apprenti, il peut y en avoir un autre, et sauf que celui-ci virait du côté du mal, et à la fin de l'arc, une fois cet ange apprenti déviant battu par Goku, eh bien le niveau de Goku s'approcherait réellement de celui de Mérus désormais. Donc voilà, sinon pour l'analogie avec Freezer, pour y revenir, on voit aussi que Moro power up à fond, ça rappelle le 100% de Freezer. Et donc Moro il va dans le mauvais sens, forcément on s'en doutait, en puissance brute à fond, parce qu'il a rien d'autre à jouer, quoique si, il a la magie, mais on va en parler un petit peu après, sans rien faire évoluer sur la manière de se battre, et forcément il va pas se mettre à sortir l'Ultra Instinct, sauf grosse surprise, sauf si on nous sort que Moro est un génie du combat, au point même qu'il peut recopier l'Ultra Instinct dans le 65, ça serait ouf, ça serait presque incompréhensible, mais ça reste difficile quand même à sortir du chapeau, surtout que Moro ne s'est jamais entraîné avec un ange. Et là, par contre, en termes de rythme, c'est excellent. Autant au début du chapitre, j'étais pas terrible, vous voyez, au niveau du rythme et de la manière dont Moro a reculé, baissé les armes et tout ça. Mais là, je trouve que ce qu'a fait Toyotaru, c'était une belle masterclass. Pourquoi ? Parce que l'effet de supériorité de l'Ultra Instinct qu'il a voulu montrer dès le début de son apparition face à Moro, et je trouve que ça marchait moyen, là ça marche total. On a Moro qui power up à fond, qui nous sort une puissance mais absolument phénoménale, allez savoir jusqu'où est-ce qu'elle pointait. Et Goku ne va pas tellement réagir plus que ça, il va pas non plus power-up en retour, et il va rester tel qu'il est parce qu'il sait qu'il est supérieur. Et dès la première attaque de Moro, Goku va lui mettre un stop à 100%. Et c'est sûrement là que j'aurais préféré voir Moro, avec les jambes qui tremblent, en train de reculer, avec le regard empli de peur. Et si je fais le récap, regardez, écoutez-moi, c'est bizarre, on a Goku Ultra Instinct qui arrive, Moro, il est en train de se faire dessus, puis tout d'un coup, on sait pas trop comment, il reprend confiance, il se fait éclater quasiment instantanément, et il repère confiance, vous voyez ? Le rythme est un petit peu décousu, et on est revenu d'avant en arrière sur la psychologie de Moro durant ce chapitre. Quelque chose de plus classique, certes, aurait peut-être un petit peu mieux fonctionné, mais en tout cas sur le finish, c'est très bien fait, je trouve, de la part de Toyotaru, gros bravo à lui. Je vous parlais de Florilège, et on en a eu encore avec par exemple Goku qui fait une technique qui se trouve à mi-chemin, vous savez, pour immobiliser Moro dans les airs. Elle est à mi-chemin entre celle faite dans le film Dragon Ball Super Broly, là où Goku et Seiji God immobilisaient Broly. Peut-être que Toyotaru s'en est inspiré, et c'est à mi-chemin avec la télékinésie de Mérus que Mérus a fait dans le chapitre précédent, le 63, pour recueillir Goku avant qu'il ne s'effondre dans des rochers. Ça symbolise bien que on puise dans les techniques que Goku a déjà utilisées, tout en symbolisant aussi le fait que la volonté de Mérus est toujours présente en Goku. Tout comme par exemple l'espèce de gros uppercut que Goku aura mis en plein dans Moro, qui rappelle le gros coup de bâton, en termes de pose, etc., sauf qu'il manque le bâton, que Mérus a pu mettre dans Moro, ce coup montant là. Les deux pas, je vais essayer de vous les mettre côte à côte, se ressemblent énormément. Je dirais alors que si Goku se bat comme les anges de manière générale, il se bat surtout comme Mérus. Et déjà, ça nous en dit un petit peu plus sur son niveau. Je reste encore persuadé que Goku Ultra Instinct actuellement est très loin du niveau de Whis malgré l'Ultra Instinct, mais il joue plus dans la cour de Beerus Mérus plutôt que celle de Whis. Ça me paraît plus cohérent d'ailleurs vis-à-vis de la menace qui est en face de lui. Malgré tout, on remarquera aussi qu'il y a pas mal d'attitudes corporelles, comme je le disais tout à l'heure, qui ressemblent à celles de Whis, et si l'histoire continue, bien forcément Goku continuera d'évoluer vers un niveau ressemblant à celui de Whis, ça c'est tout à fait logique. Je vous disais avoir été servi dans ce chapitre par rapport à mes attentes, et j'aurais presque pu jouer au bingo avec celui-ci, parce que dans ma wishlist de ce que j'attends de Dragon Ball moderne, il y a aussi l'impact des coups. Ça fait un moment qu'on n'en parlait pas, mais j'en ai quand même souvent parlé sur ma chaîne, vous me direz dans un commentaire si vous en souvenez, l'impact des coups qui doit se ressentir et qu'on ne ressentait plus, et j'ai tendance à souvent prendre pour exemple, eh bien le combat Zamasu, Gatai Zamasu face à Vegeto Blue. On a deux monstres, et pourtant quel a été l'impact du combat ? J'avais l'impression
qu'on était encore à l'époque des combats de niveau SSJ2 quoi. Et encore, ce que je veux dire c'est qu'on doit ressentir plusieurs choses. On doit ressentir la suprématie de la portée du coup depuis le personnage qui le lance. On doit sentir que le coup lancé est hors norme, qu'il est Dragon Ballesque. Et on l'a vu sur Goku avec sa manière très atypique de se battre. On doit ressentir aussi l'impact sur celui qui le reçoit, le coup. Le coup n'est pas porté dans le vide et dans le vent. On doit aussi le voir sur Moro, et vous avez vu la tête qu'il a tapée une fois qu'il a reçu le coup. Je pense aussi que l'on doit ressentir l'impact sur l'environnement. Et ça, c'est ce qui manque le plus à Dragon Ball et à Dragon Ball Super, surtout. Et bien que ça soit un impact limité, parce qu'on en est resté sur la Terre, cette vue depuis l'espace, cette onde de choc, alors je pense que ça n'affecte pas le reste de l'univers parce que Moro ne riposte pas assez pour affecter justement l'univers en termes d'entrechoc, vous voyez. Et d'ailleurs ça pose aussi un problème au rematch de Goku contre Beerus, il n'aura pas lieu sur Terre, c'est sûr, sinon l'univers va péter. Donc s'il a lieu, ça aura lieu dans un lieu spécial, peut-être un petit peu plus fade visuellement comme une salle de l'esprit et du temps. Mais avant de parler de futur, prenons le temps d'apprécier le présent. On voit ces ondes de choc partir depuis la zone de combat initiale Goku contre Moro jusqu'au palais de Dende et ses résidents, traversant tout le globe terrestre pour aller vraiment jusqu'à son extrémité avec plusieurs vagues d'ondes. Là, c'est un combat Dragon Ballesque digne de ce nom, et tout cela juste à cause d'un coup de Goku. C'est pas l'enchaînement de coups qui a fait plusieurs vagues d'ondes, c'est un seul. Je me demande même comment Moro tient encore en un seul morceau, pourquoi il n'a pas été découpé en deux. Mais bingo, encore une fois, le jeu du bingo, on a quelque chose que l'on souhaitait tous, et là c'est pas que moi qui le revendiquais, on a de l'explicite. On a du graphique, on a du sang. Au-delà du sang, on a des blessures qui sont réellement exprimées visuellement. Elles sont plus que visibles sur Moro, il est dans un très sale état, c'est le cas de le dire. Il perd même des morceaux, bras, cornes et tout ça. Il pisse le sang de toutes parts. Là, vraiment, pour qui le sang manquait dans Dragon Ball et le côté graphique, là, vous êtes servis. Et bien sûr, ça me manquait aussi. Et puis, le gros défaut de Moro que je pointe du doigt depuis de nombreux mois sur ma chaîne YouTube, il est ressorti. Bingo encore une fois. Outre son petit monologue assez classe sur sa manière de vivre, en bouffant les planètes, qui sont les créations des dieux, Moro le mangeur de monde, c'est très classe tout ça, eh bien Moro nous ressort sa magie du sac et utilise l'énergie de la Terre et dira qu'il est sur le point de la manger avant que Goku ne vienne le stopper immédiatement. Alors bémol à l'horizon, on ne nous dit pas, encore une fois, pourtant c'est une grosse question qu'on doit tous se poser, j'espère que vous la posez, comment et pourquoi Moro ne peut pas pomper l'énergie de Goku Ultra Instinct. Et si cela n'est jamais répondu, ça sera un énorme défaut de l'arc. Et là, vous avez été nombreux à me dire dans un commentaire, oui, mais on a déjà su que Goku se déplace tellement vite que Moro ne peut pas pomper l'énergie de Goku Ultra Instinct. Alors à ça, j'ai envie de répondre 2-3 trucs. Déjà, le fait que Goku aille trop vite pour que Moro le pompe, ça n'a pas été dit par Moro, ça a été dit par une simple hypothèse de Gohan, hypothèse à laquelle Piccolo n'a pas pu répondre avec exactitude. Donc c'est qu'une hypothèse, on n'est pas sûr. Et surtout, vous avez vu quand même dans ce chapitre qu'il y a énormément de moments où Goku est stable, immobile. Il ne bouge pas face à Moro. Et l'absorption de l'énergie de Moro, il peut la faire très rapidement à distance et tout ça, on l'a vu sur Namek. Goku et Vegeta se tenaient droit face à lui, sans s'en rendre compte, leur énergie était drainée vers Moro. Donc franchement là il y a un truc qui cloche. Goku est stable, il ne bouge pas, donc la théorie de la vitesse, elle tombe un petit peu à l'eau. Il y a un autre abonné qui m'a proposé quelque chose de très classe, et ça aurait été cool que ça soit mis là. Cet abonné m'avait dit, regarde, Moro n'a pas réussi à sentir qu'il y avait de la vie dans Merus quand il a essayé de le scanner. Alors imagine qu'il essaye de scanner Goku, et vu que Goku est en train de faire le vide et tout ça par rapport à l'Ultra Instinct, Moro n'y percevrait rien du tout, donc il va se dire, bah si je ne le perçois pas, je ne peux pas l'absorber. Et ça, franchement, je trouve que ça suffisait en fait comme explication, mais ça n'a pas été dit, ni montré. Donc gros défaut en termes de récit, j'espère que ça sera expliqué pourquoi pas dans le 65, on verra. Ou a posteriori, peut-être que Moro ne s'en rendait pas compte qu'il ne pouvait pas l'absorber et Whis nous l'expliquera, bon, on espère que ça arrive tôt ou tard, mais sinon je vous disais, bingo, le gros défaut de Moro qui ressort. Tant qu'il est assez puissant, tant qu'il est surpuissant, tant qu'il dépasse ses adversaires en force brute, Moro n'utilise plus jamais sa magie, et c'est tellement con franchement de faire ça, c'est un défaut du personnage. Je pense pas que ce soit un défaut d'écriture, je pense que Toyotarou et Toriyama ont fait exprès pour donner un défaut au personnage en fait. C'est comme si je vous disais Vegeta est trop fier, trop hautain, il va laisser Cell évoluer, c'est pas une erreur de Toyotarou, c'est volontaire, donc je pense que c'est volontaire aussi de la part des auteurs de donner ça à Moro, pourquoi pas, et puis ça facilite aussi un petit peu la vie des auteurs, parce que si Moro était si parfait au point d'utiliser la magie en tout temps, ben l'ennemi aurait été quand même un plus grand mur à franchir. Mais en tout cas voilà, le constat de tout temps dans l'arc Moro, c'est que magie, quand Moro n'est pas bien, quand il n'a pas le niveau, dès qu'il a le niveau physiquement, il y va en puissance, et plus de magie, alors que pourtant ça pourrait surprendre ses adversaires très facilement. Ça lui aurait assuré une victoire facile depuis un moment, sur Goku, la Z-Team, avant que Merus n'arrive. Mais maintenant, c'est bien beau à voir toute cette magie-là, on est content qu'elle ressorte, c'est bien d'y penser, mais ça ne sert à plus rien, il y a Goku Ultra Instinct, il capte les mouvements de Moro très facilement, il les anticipe,
J'ai eu un petit sursaut, j'ai un petit peu frémi quand Moro a voulu bouffer la terre. Il a dit, eh ben tiens, si elle est si chère à ton cœur, ben je vais la dévorer, quoi. Comme ça, en plus, je vais me nourrir, je vais power up et tout. Mais ce con, ben il a pris le temps de l'expliquer avant de le faire. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a tout simplement pas fait en loose day, sans rien montrer, sans rien dire, avec, je sais pas moi, ses mains posées au sol, qui seraient en train de drainer l'énergie vitale de la Terre. Goku, même en Ultra Instinct, ne pourrait pas percevoir cela. Ça aurait mis du piquant. Là, c'était vraiment, pour Moro, la dernière des choses à faire que d'annoncer son plan, alors que le mec, il est déjà à moitié mort, et Goku Ultra Instinct le dépasse de toutes parts, et forcément, derrière, il s'est pris un gros coup de pied, je crois, qui l'a envoyé valser très très loin, et adieu l'aspiration de la Terre. D'ailleurs, peut-être que Moro va faire ce que je suis en train de vous dire en étant sous les rochers. Peut-être que c'est pour ça qu'il est en train d'implorer le secours de Goku, mais en fait, Moro est en train de pomper l'énergie vitale de la Terre. Ça serait intéressant. D'ailleurs, en parlant de Terre, un climat apocalyptique se profile là sur cette zone de la Terre. On a vraiment changé. Ça me rappelle un petit peu au changement d'état du lieu de combat lors du combat face à Broly. On passe d'une zone polaire traditionnelle, on va dire, qui commence à exploser de toutes parts, puis ça finit en lave, puis ensuite Shenron est invoqué et ça fait un décor très sombre. Puis on arrive dans des collines, dans ces mêmes collines, Shenron va être invoqué et ça va donner un décor très sombre à ces collines. Voilà, un changement visuel qui est aussi amorcé dans le manga, je pense que Teutao s'en inspire beaucoup. Et donc avec ce milieu empli de lave en fusion qui se répand sur le sol, tandis que Moro est en train de perdre des membres de son corps. Et Goku, le fameux patrouilleur galactique autoproclamé, aura le dessus sur Moro jusqu'à la fin de ce chapitre, c'est clair, c'est évident, c'est incontestable, avec un coup de pied final, je vous disais, qui mettra quasiment KO Moro, tellement KO a priori qu'il a l'air vidé de force. En tout cas, il n'arrive pas à se relever d'un simple rocher. Ça me fait un peu bizarre, hein, même s'il est blessé et tout. Comme je vous le disais, est-ce qu'il n'est pas en train de machiner une petite aspiration de l'énergie de la Terre en douce? Et là, Moro se relèverait plus fort que jamais, ça ferait vraiment le match final, pleine puissance des deux, et là, il pourrait un petit peu titiller Goku Ultra Instinct, même si Moro ne l'a pas. Bon, je me fais peut-être des films, mais ça pourrait arriver. Et en plus, ça pourrait justifier le fait qu'à la fin, Goku se met en mode je vais faire un dernier round face à Moro, parce que là, il n'y a plus de round. Le mec, tu le piétines, tu mets un coup de pied dans sa tête, c'est bon, hein, il est foutu, il est KO là, Moro. A priori, encore une fois. Donc j'ai mis quelques doutes là sur Moro, je pense qu'il peut peut-être encore avoir un dernier regain de puissance, d'énergie venant de la Terre, pourquoi pas. Moro donc implorant Goku de le laisser en vie, même de le sauver, comme je vous ai dit, c'est l'antithèse de Freezer qui se déroule encore une fois sur Namek. Des événements se reproduisent, mais ne se concluent pas du tout pareil. Alors on pourra peut-être avoir l'aspect pareil par rapport à Moro qui va se relever, tenter d'attaquer encore Goku comme Freezer l'a fait avec son disque et tout ça. Et d'ailleurs Freezer lui-même avait eu un regain d'énergie de la part de Goku qui en avait fourni. Et Goku demande à Jaco si la patrouille galactique veut tuer Moro ou s'ils veulent le capturer. Et Jaco répond non, t'inquiète, on a plus rien à foutre. Tue-le, c'est la peine de mort pour lui. D'ailleurs on le savait déjà parce que Jaco l'avait déjà dit il y a quelques chapitres en arrière à Vegeta lors d'une scène similaire. Mais Goku ne semble pas enclin à tuer Moro, mais plutôt à terminer le combat en tant que mortel désormais, nous dit-il. Goku déchire alors le haut de son vêtement pour finir, comme d'hab, hein, torse nu, mais cette fois avec la symbolique. Là, c'est pas juste pour passer torse nu, pour émoustiller les fans, c'est surtout la symbolique du fait qu'en enlevant ce haut et en plus en l'agrippant là où il y a le logo de patrouilleur, eh bien Goku se défait de ses responsabilités qu'il s'est auto-attribuées de patrouilleur. Et là, oui, symboliquement, il se rebat en tant que terrien, sans les contraintes, la loi ou les objectifs des patrouilleurs. Et je trouve ça super intéressant, le fait que Goku veuille exploiter ces différentes facettes. Alors encore une fois, problème de rythme, ça va trop vite. Un chapitre, il est patrouilleur, dans 2 chapitres, il est maître kebabier, dans 3 chapitres, il est mécanicien, voilà, on s'en sort plus. Mais ce que je veux dire, c'est quand même intéressant de voir que Goku exploite un petit peu plus ce que lui, il est. On l'a déjà vu parler de Kakaroto à la fin du film Broly, et je me demande, est-ce qu'il voudra pas exploiter aussi l'aspect Saiyan, donc Kakaroto durant ce combat ou un autre? Que veut dire se battre comme un terrien? Eh bien, je pense déjà ne pas tuer Moro. Je pense pas que ça soit sa priorité, sinon il aurait pu le faire. Ce qui peut être une grosse erreur. Et même oui, c'est surtout Beerus ont un mauvais pressentiment par rapport à ce qui pourrait mener Moro à reprendre encore une phase ascendante sur le combat si Goku fait une grosse erreur. Mais justement, je me dis que l'antithèse que je n'arrête pas de soutenir, pourrait nous mener sur la conclusion que cette fois est sûrement la bonne, celle où Goku va y aller à sa manière, mais en tirant les leçons du passé et ne pas laisser de chance ou ni prendre le risque que Moro puisse renverser le tout à son avantage. On va pas nous faire le coup de Fukatsu no F avec un laser qui le transperce, on va pas nous faire Namek et Goku qui va donner une seconde chance sans le vouloir à Freezer et tout ce genre de choses. D'ailleurs, pour conclure la vidéo du jour et remplir encore une fois sur une réaction d'abonnés, donc n'hésitez pas à commenter tout ça parce que je récupère beaucoup d'idées de votre part dans les vidéos, ça fait vraiment vivre les vidéos. Un abonné m'a aussi dit que ça serait cool de voir Goku Ultra Instinct, vous allez me dire ce que vous en pensez, donc maîtrisé, qui utiliserait des techniques terriennes de base, vous savez qu'il utilisait quand il était petit, que Kame Sennin fait,
que Krillin fait, comme le Sanzoken, le Taioken, le Kamehameha qui sort non pas par les mains mais par les pieds, le Janken, la technique de l'Omsu qui pourrait vraiment coller à l'Ultra Instinct d'une certaine manière. Ça en est un petit peu aussi sa version évoluée, hein, si vous regardez bien l'Ultra Instinct par rapport à l'Omsu. Le Bankoku Bikurisho de Kameshin, voilà, beaucoup de choses qui ont disparu de Dragon Ball qui pourraient être remises au goût du jour ici en version Ultra Instinct, et donc valider le fait que Goku se bat comme un terrien. Du coup les devins, le rendez-vous pour le prochain chapitre, la lecture du prochain chapitre, c'est pour le 20 octobre 2020 à 17h, c'est la date de sortie du chapitre 65. Je vous remercie tous infiniment, pensez comme chaque mois à me laisser un petit commentaire. Qu'est-ce qu'on peut se mettre ce mois-ci comme petit mot de passe là pour se reconnaître dans les commentaires? Alors on va plus mettre de hashtags parce que les hashtags ça fait chier. Je vais vous expliquer. C'est cool parce que j'arrive à voir qui est resté jusqu'à la fin avec le hashtag, mais le robot de YouTube il considère que le symbole là du hashtag c'est une sorte de spam ou de virus ou je sais pas trop ce qu'il en pense, mais en tout cas il aime pas le robot de YouTube et du coup je vous vois pas, vous êtes classé immédiatement dans la poubelle dans les spams de YouTube et je dois aller tout valider moi-même et trier parmi les vrais spammers et les faux, et du coup tout est mélangé. Du coup on va plus mettre de hashtag, on va plus mettre de trucs comme ça. Allez, on va se mettre un truc pour déconner, on va mettre, comme ça ceux qui n'ont pas vu la vidéo jusqu'au bout, ils vont planer, ils vont pas comprendre, on va mettre Moro sauce barbecue. Vous savez, par rapport à ma théorie comme quoi, ça me fait rire tout seul, comme quoi Beerus va finir par bouffer Moro, il va se faire une petite grillade de bouc. Allez, c'est parti, Moro sauce barbecue, vous mettez votre sauce préférée là, Moro sauce quelque chose, comme ça je vous reconnaîtrai, ça veut dire que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Pour ma part, je vous remercie infiniment du fond du cœur pour tout votre soutien, pouce bleu à la vidéo, ça booste et ça aide énormément le référencement, l'abonnement et la cloche des notifications pour qu'on se retrouve dès que possible. Mille merci pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.